Téléspectateurs, bonjour. Nous venons aujourd'hui ici au gouvernorat du Kwilu à rencontrer le gouverneur de la province, son Excellence Philippe Akamituna Ndolo. Une émission un peu spéciale qui s'intitule « Le secret de sa réussite ». Le secret de sa réussite. Le secret de sa réussite. Pour rappel, le Kwilu venait de recevoir la 13e conférence des gouverneurs. Et lorsque cette annonce avait été faite, tout le monde avait peur de croire qu'il n'y aurait pas du répondant pour la réalisation de la 13e conférence des gouverneurs ici au Kwilu. Les uns disaient où est-ce qu'ils vont dormir, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de lieu d'accueil. Les autres disaient comment ils vont arriver là-bas, l'aéroport, et certains, les routes ne sont pas asphaltées. Et puis tant de problèmes comme ça, la nourriture, la restauration. La ville est dans le noir, il n'y a pas de courant, il y avait tellement de situations. Force est de constater que nous avons vu que le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo a réussi son pari de recevoir la 13e conférence des gouverneurs ici au Kwilu. Et cela a été une grande réussite. C'est pourquoi, aujourd'hui, la saga de Kikwit est venue l'interviewer pour qu'il nous dise, pour qu'il dise aux autres, ceux qui vont le réaliser après, qui pourront peut-être passer par les difficultés qu'il est passé. Mais comme il a traversé la rivière, il a vaincu ces difficultés, il devient un miroir, il devient un repère pour les autres. Alors cette mission, interview, la saga de Kikwit, le secret de sa réussite, c'est pour donner aux autres, l'encouragement de ne pas dire non lorsque vous êtes choisi, mais de relever les défis. Avec Dieu, nous ferons les exploits, disait-il. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a réussi sa 13e conférence des gouverneurs ici, au Kwilu, à Bandundu-Ville. Donc, nous allons, dans un moment, passer dans une interview avec le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. Le secret de sa réussite. Le secret de sa réussite. Ce n'est pas seulement pour la 13e conférence des gouverneurs, mais dans son histoire, il a toujours connu des combats qui finissent toujours par les victoires. C'est pourquoi cette émission existe. Celui qui est victorieux réussit. Et c'est ainsi que nous disons, Docteur Philippe Akamituna Ndolo, gouverneur de la province du Kwilu, quel est le secret de votre réussite? Suivons-le. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Docteur Philippe Akamituna Ndolo, bonjour. Bonjour, pasteur. Nous, aujourd'hui, la saga de Kikwit, qui devient la saga du Kwilu, nous sommes venus vers vous. Parce que la province a connu un grand événement, un très grand événement. La 13e conférence des gouverneurs qui s'est tenue ici au Kwilu à Bandundu-Ville. La majorité des personnes pensent que cela a été une réussite. Vous, qu'est-ce que vous en dites?
Oui, mais effectivement, nous avons organisé la 13e conférence des gouverneurs. Nous avons un œil interne, parce que pour nous, c'était une réussite. Tout ce que nous avons pratiquement prévu, nous avions mis ça à la disposition de la conférence des gouverneurs. Mais il y a aussi un œil externe qui n'est pas dans le gouvernement. Donc je crois qu'on a regardé dans le même sens et ce qui est positif, parce que généralement, l'œil interne, parce que c'est un œil qui est fait par les pouvoirs organisateurs, et l'œil interne a toujours été un peu sentimental, quoi. Mais l'œil externe a toujours été positif. Mais comme l'œil interne et l'œil externe ont le même point de vue, je crois que c'est une très très bonne chose. Une très très bonne chose. Et pour arriver à faire une histoire comme ça, il faut d'abord avoir l'amour. L'amour, la volonté. Nous avions eu cet amour, nous avons eu la volonté. C'est comme ça que tout ce que nous avons planifié de faire, nous avons fait ça. Et je crois que c'est un exemple. Mais on va revenir sur ça, parce que nous savons que la question vous sera posée, celle de savoir quel était votre secret pour cette réussite. Car vous êtes aujourd'hui une vitrine, un miroir, un repère pour tous ceux qui n'ont jamais organisé encore la conférence des gouverneurs. Notre troisième question se rapporte à 2 points. Il y avait plusieurs préalables organisationnels, disons-le comme ça. L'apport du gouvernement central, nous avions entendu la promesse de 12 km de route pour Bandundu-Ville, la réhabilitation de l'aéroport. Où en sommes-nous? Car la 13e conférence a eu lieu et est finie sur une note très satisfaisante. Bon, je crois que par rapport aux 12 km, nous avons été contents que le gouvernement central, sous l'impulsion du chef de l'État, nous ait accordé ça pour la ville de Bandundu et 10 km pour la ville de Kikwit. Nous avons été très très contents parce que pour la ville de Bandundu, ça fait 46 ans pratiquement qu'on a pu asphalter les 8 km qu'on avait donné à l'époque, mais maintenant c'est 12 km. Et ça n'a pas été l'asphalte, mais ça a été le bétonnage. Ça a été le bétonnage. C'est que tout le monde est en train de dire qu'on commence à conjuguer le verbe béton. béton. Voilà. Et ça se passe très bien parce que l'entreprise qui a eu les marchés est très très engagée. Et Kikwit aussi, je crois que d'ici là, ça va bien évoluer aussi. Dès que je vais arriver à Kikwit pour une mission d'itinérance, je passerai là-bas pour jeter un coup d'œil. Bon, l'aéroport, je crois que l'aéroport a été une condition pour l'organisation de la conférence. Et nous, sitôt qu'on nous avait désigné par le chef de l'État à partir de là-bas, quand nous sommes descendus à Kinshasa, avec le président de l'Assemblée, nous nous sommes mis à rencontrer tout le monde. On avait rencontré la RBA, on a trouvé ce projet-là, on a trouvé que c'était sanitaire pour l'organisation de la conférence. On a secoué, je crois qu'ils avaient promis. On a commencé avec l'office de route dans un premier temps, l'office qui avait reçu 30%, et l'évaluation n'était pas très très bonne. On a maintenant changé de fusil d'épaule avec la société Safrimex, et je crois que les travaux sont en train d'évoluer d'une façon positive. Mais c'est quelques infrastructures qui devaient finir avant la tenue de la conférence des gouverneurs au Kwilu à Bandundu-Ville. Finalement, ne l'est pas. Vont-ils quand même le finir? Ou cela restera dans les oubliettes? Non, l'organisation de la conférence n'était pas liée à la fin du 12 km. Les 12 km, c'est autre chose.
12 km. L'organisation de la conférence était liée à la salle du Conseil des ministres, à la résidence du chef de l'État, peut-être aux travaux de la voirie urbaine et aux chapiteaux à l'éclairage public. Tout ça, ça a été fait. Alors, bétonner 12 km, ce n'est pas de la petite. Donc vous avez l'assurance que ces travaux vont suivre leur cours. Et nous voyons déjà la volonté. Ces sociétés sont payées. Bon, ils sont payés, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont vraiment motivés. Il y a une autre question qui suit par rapport à l'apport du gouvernement provincial. Déjà, nous vous remercions beaucoup. Étant parti sans beaucoup de moyens, mais vous arrivez à relever les défis d'atteindre toutes les cases des préalables émises par le gouvernement central. Tout ce qu'ils avaient exigé pour la bonne tenue de cette conférence, vous avez tout rempli. Alors, nous savons que dès le départ, il y avait l'histoire de chapiteaux jumeaux. Pour vous, cette histoire est enterrée ou un jour nous verrons ces chapiteaux jumeaux pousser des terres? Bon, je crois que dans la vie, on peut prévoir des choses, mais au milieu ou au début, on peut replanifier. Et nous avons estimé que la commande de deux chapiteaux, les chapiteaux que vous voyez là-bas derrière moi, et un autre chapiteau qu'on a échangé avec une autre institution. Mais par rapport à ça, c'est un projet qui existe. L'argent a été dépensé. Ça, il faut une conciliation entre la société qui était en train de fabriquer les socles pour les chapiteaux jumeaux et le gouvernorat. Et le gouvernement central. La réhabilitation des bureaux du gouvernorat à la Maison Blanche. Aujourd'hui, nous voyons que tous ces bureaux sont refaits à neuf. Vous arrivez comme ça, même pas un an, et vous devez être face à tous ces travaux. Nous citons la réhabilitation des bureaux du gouvernorat, les multiples exigences de sécurité et utilisation des équipements connexes, la construction en prévoyance des chapiteaux, les mobiliers, des chaises, des tables, des bureaux, des splits, les logements. Nous allons arriver au logement après. Parlons déjà de tous ces équipements que la province aujourd'hui bénéficie. Et cela, c'est grâce à votre leadership. Comment se fait-il que vous ne recevez rien du gouvernement central, mais vous anticipez toutes ces choses et cela va être en accord avec eux? Quand vous avez la volonté de faire, vous avez une boussole, vous savez que vous devez faire ça, vous avez ça clairement dans la tête. Bon, les moyens ne viendront pas du coup. Les moyens, vous pouvez commencer à les chercher petit à petit. Mais dès que vous les cherchez, progressivement, pas en un coup, vous aurez totalisé les moyens nécessaires et vous aurez fait ce que vous avez planifié. C'est que nous avons procédé par cette méthode-là, de connaître ce dont on a besoin, et ça coûte combien, et qu'est-ce que nous devons faire, la source de financement. Nous avions tous ces scénarios dans la tête. Et c'est comme ça que nous sommes. Peut-être parce que vous-même, vous êtes un grand planificateur. Oui, le secret, c'est aussi ça. Dans la vie, il faut avoir une planification, il faut avoir une boussole. Donc, aller comme ça à l'aveuglette, et puis quand ça ne se fait pas, vous commencez à pleurer. Nous allons insister un peu sur tout ce que le gouvernement provincial a fait. Nous avons assisté à cette 13e conférence pour voir qu'il y avait plus de 1000 personnes qui sont arrivées à Bandundu-Ville, liées de près ou de loin à la 13e conférence. Des gens qui venaient pour des rendez-vous.
et des gens qui venaient pour la conférence, des ministres qui avaient leur suite aussi. Nous avons beaucoup de ministres en RDC et chaque ministre venait avec un avion pratiquement, avec plus de 17 personnes dedans. Alors, ces 1000 personnes, pendant les 6 jours, ont été tous logés. Pour une province, si nous devons écouter les messages qui avaient afflué dans le réseau, lorsqu'on a annoncé le Kwilu, les gens disaient ils vont dormir où? Les gens disaient ils vont manger quoi? Là-bas il y a les noirs, les aéroports. Et vous arrivez comme ça. Au bout du compte, vous avez logé tout le monde ici. Plus de 1000 personnes. Bon, en fait, si on doit répondre à ça, nous sommes arrivés au pouvoir, ça fait 8. Bon, si on peut arrondir, ça fait 9 mois à peu près. Mais nous n'avions pas eu le temps de pénétrer ces domaines de logement qui est dans l'urbanisme et habitat. Compter les maisons, tout. Mais après, on s'est rendu compte que les maisons existaient dans nos deux villes. Bandundu aussi bien que Kikwit. Donc, l'occasion d'organiser la conférence nous a permis de connaître. Donc, nous avons assez de maisons, nous avons pratiquement connu un boom urbanistique, un boom de mobilier, et c'est comme ça qu'on n'a pas eu de problème. Et nous croyons pouvoir soutenir que même à l'avenir, nous sommes capables d'organiser n'importe quelle assise que Kinshasa est capable d'organiser. Mais il y a toute la logistique qui va avec ces 1000 personnes. Parce que nous nous souvenons que vous ne saviez, en tout cas pas, combien de gens allaient venir entre les ministres et le gouverneur, la présidence. On pouvait avoir un nombre qui tournait autour de 300. Mais là, vous n'êtes pas surpris de recevoir 1000 personnes. Et vous allez relever les défis de la logistique. Comment s'approvisionner à Bandundu-Ville avec tous le repas, le vivre frais, toute cette logistique. Nous sommes étonnés de voir comment vous les avez surmontés. Si vous pouvez nous dire un mot sur ça. Les transports de toutes ces personnes, c'est vrai, on pourra dire qu'il n'y avait pas de distance, mais les gens se sont baladés dans la ville, mais en ayant un transport digne. Je ne sais pas. Que pourriez-vous dire à toute la République, en tout cas le monde entier qui vous regarde aujourd'hui, par rapport à cet événement ô combien international aujourd'hui qui s'est passé au Kwilu? Oui, mais c'est ce que j'ai... Donc, nous, on avait déjà dans la tête, on a un peu demandé aux globaux qui ont eu à organiser les conférences. Je crois qu'il y a des institutions comme la présidence, des institutions comme la climatique, qui sont de grandes institutions. Donc, ça n'amène pas moins de 2000 personnes. Ça, on le savait. Mais bon, il y avait des gens, même dans ces institutions, qui avaient besoin d'un logement décent. Il y avait aussi une autre catégorie qui ne posait vraiment pas de conditions. Par exemple, les militaires, les policiers ne posaient vraiment pas de conditions. Dans les 1000 personnes, je ne compte pas les militaires, je ne compte pas nos chefs coutumiers, je ne compte pas nos athées, mais je suis vraiment en train de compter ceux qui ont pris comme destination la 13e conférence et qui pouvaient être dans la classe cadre de la RDC. Oui, mais c'est ça justement, les gens qui sont participants à la conférence, ce sont les 26 gouverneurs. Mais chaque gouverneur, derrière lui, amène combien de personnes? Nous avons mis ça dans la tête. Le président de l'Assemblée nous amène avec combien de personnes? Les experts qui sont au nombre de 4 par personne, par province. Quand vous multipliez par 26, donc ça atteint à peu près 200. Ça atteint à peu près 200. Et quand vous mettez les personnes qu'ils amènent, vous pouvez arrondir jusqu'à 600, 700. Parce que le gouverneur peut amener 10 personnes, peut amener un président de l'Assemblée, et ainsi de suite. Donc nous avons mis ces scénarios-là
en œuvre et nous avons anticipé. Donc au début, nous avions un planning des maisons, on avait pris contact, mais en dernière minute, on a remis la responsabilité au ministre chargé de l'urbanisme, donc lui-même le responsable. Je crois qu'il est allé au-delà par rapport au fait. La 13e conférence est passée. La 13e conférence venait de passer et la ville de Bandundu s'est vêtue d'une nouvelle robe étincelante. La réfection des routes au boulevard ou avenues ou rues pour la fluidité de la circulation sans que les usagers et les contribuables ne se soient jamais plaints. Là aussi, nous sommes étonnés de voir que toute une population était contente de recevoir. Elle ne s'est jamais plainte parce que les artères, il y en avait beaucoup pour la circulation. Comment vous avez fait pour que tous ces artères soient embellies, accueillantes et que les gens s'y sentent bien? Nous signalons ici aussi en même temps que l'électrification et l'éclairage public de la ville et des équipements de la ville ont été d'une grande, comment dirais-je, importance dans tout cela. Mais tout ça, c'est beaucoup trop. La peinture des équipements, nous avons bien sillonné la ville pour voir tout cela et la mise au propre de toute la ville. Je crois que pour un gouverneur de province, accueillir le chef de l'État dans sa province, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Et c'est comme ça que nous avons considéré ça comme une catastrophe. Une catastrophe qu'on attendait. Et c'est comme ça qu'on a signé un arrêté portant organisation et fonctionnement de cette organisation-là. On avait des commissions, des gens qui travaillaient tous les jours et on savait ce qu'on faisait. Alors, vous savez, quand il y a une catastrophe, c'est comme la guerre. Il y a toujours ce qu'on appelle les effets bénéfiques de cette catastrophe, en post-catastrophe. Après, il y a toujours des maisons qu'on construit, il y a toujours des améliorations qu'on fait et ça amène le développement. Ça amène le développement parce que ce qui reste là, ça sera utilisé quotidiennement. C'est ce que nous bénéficions. L'éclairage, c'était dans la vision d'éclairer la ville dans le cadre de la conférence. Maintenant, la population est en train de bénéficier de cet éclairage. Donc, ce sont les conséquences positives en post-catastrophe. Voilà. Parlons un peu de vous. Dans cette situation, vous avez été confronté à des soucis, des problèmes dans la gestion de toute l'organisation. Le mental de fer, tout le monde le dit pour vous aujourd'hui. La force de l'homme, tout le monde le voit en vous aujourd'hui. La gestion des stress, tout le monde dit, il est passé avec brio. La capacité de gérer les difficultés, les problèmes, nous avons vu que vous avez survolé cela et la capacité de faire avancer les chantiers malgré le manque de financement du gouvernement central. Comment vous faites? Bon, je crois que dans la vie, il y a ce qu'on dit généralement, il n'y a rien qu'on fait dans la vie sans qu'on ait vu les autres faire. Si on a déjà vu les autres faire, on n'invente pas la roue, on le fait. Parce que, c'est moi le chef de l'État, nous on a vécu ça avec un ancien gouverneur. Comment il a fait? On a fait seulement les copier-coller. On a fait les copier-coller et peut-être ici c'était un peu différent. C'était la conférence, l'itinérance avec les conseils des ministres. Donc on a fait ça. On savait les difficultés qu'on avait rencontrées la fois passée et on faisait vraiment un effort pour approcher les réalités. Approcher les réalités tout en ayant une morale haute, tout en croyant à ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dire quand même sur ce point que
par moments, ça a été difficile pour vous lorsque hier, on vous disait que c'est accepté, une autre supervision vient et vous dire que non, cette histoire, faut encore corriger. Ça a engagé des dépenses supplémentaires. Il fallait trouver cet argent-là. C'est là où nous sommes fiers de vous et nous voudrions que vous puissiez quelque part donner votre secret à tous ceux qui écoutent. Même dans nos entreprises, nous avons besoin d'acquérir ce genre de capacités à gérer les stress, gérer les situations complexes. Bon, je crois que quand on est manager, on connaît les fonctions des managers. Un manager est planificateur, un manager est évaluateur et un manager, c'est un superviseur aussi. Mais en tant que manager, lui ne fait pas la supervision, mais lui est supervisé. Alors, quand vous êtes supervisé, il faut vraiment accepter ça avec beaucoup de fair play. C'est ça qui va vous aider. On vient vous dire, on vient faire la supervision, on vous dit ça marche et ça ne marche pas. Bon, pour nous, au début, il n'y avait pas beaucoup de choses où il n'y avait pas beaucoup de choses qui marchaient, il n'y avait pas beaucoup de force, mais il y avait beaucoup plus de faiblesses. Mais ces gens-là, j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Ils sont de la présidence, ils sont de la primature, ils sont du secrétariat général. Mais ils sont venus faire leur travail de supervision sans complaisance. Parfois, j'avais envie de plaider, mais j'avais toujours mon bloc-notes à côté. J'ai noté ce qu'ils étaient en train de dire. Mais quand je rentrais à la maison, je faisais un effort pour chaque recommandation à chercher un indicateur effectivement vérifiable. Pour chaque recommandation, de chercher les responsables, et pour chaque recommandation, de chercher les coûts, et pour chaque recommandation, de mettre une échéance. Je faisais ça, j'avais tous ces scénarios-là dans ma poche, ce qui fait que la mise en œuvre de ces scénarios-là était très facile. Donc c'est ça vraiment qui m'a aidé. Cet accompagnement-là que j'ai accepté, je n'ai pas fui cet accompagnement, j'ai accepté, j'ai mis ça en œuvre. Je ne peux pas dire que j'ai mis en œuvre à 100%, mais j'ai mis en œuvre ce qu'il y avait comme essentiel. Parce que moi aussi, comme individu, je disais, ça, ils m'ont fait la recommandation, ce n'est pas essentiel, je pourrais exécuter ça si j'ai des moyens, mais ça, c'est essentiel, je dois exécuter. Voilà comment je... Nous sommes contents et fiers de vous pour cet esprit managérial assez aigu quand même, nous devons le dire, parce que si aujourd'hui il y a cette réussite, nous le devons tous à un homme, le docteur Philippe Akamitu Nandolo, qui a su former une équipe avec qui il a travaillé pour réussir. Mais vous avez aussi les séjours à Kinshasa concernant cette 13e conférence. Vous frappez à toutes les portes pour trouver des financements, aucune bonne réponse ni solution. À ce moment, vous dites quoi? La conférence aura lieu ou plus du tout? Non, je crois que nous devons tirer les leçons. Nous devons tirer les leçons. C'est comme on dit toujours que, Lumumba l'avait dit, que le développement du Congo partira du Congo. Donc, il y a deux types de financement. Il y a un financement interne, l'autofinancement, et il y a un financement externe. Mais personne ne maîtrise le financement externe. Personne ne maîtrise le financement externe. Il faut surtout compter sur le financement interne. C'est-à-dire arranger ce qu'il faut arranger pour l'avoir et peut-être regarder de temps en temps si le financement externe peut venir. Si ça vient, ça va. Mais si ça ne vient pas, vous foncez avec l'épée que vous avez. Alors, à quel moment vous décidez de tout faire par vous-même? Non, c'est-à-dire que vous avez ces deux scénarios. Vous avez ces deux scénarios, mais vous vous dites que non, je maîtrise ce que moi je produis. Et je fais avec ça. L'autre là, ça peut ou ne pas venir. Dès lors que vous prenez cette démarche-là, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer malgré les difficultés, malgré
de faire des moyens, mais ce qui compte, c'est le produit final, le résultat. Y a-t-il eu un apport personnel dans la prise en charge des chantiers et de l'organisation de cette 13e conférence? Non, c'est la mauvaise gouvernance qui est de prendre l'argent personnel et de mettre ça dans une histoire publique. Donc, je crois que je n'ai pas fait ça. Nous vous en félicitons. Parlons des multiples reports. Le premier report est dû aux travaux des routes et de l'aéroport qui n'étaient pas prêts. Nous sommes en décembre 2025. Il vous surprend et vous en êtes satisfait ou non à ce moment-là? Bon, je crois qu'il faut vraiment connaître l'histoire des conférences. L'histoire des conférences et connaître l'histoire de notre pays. Bon, d'abord, quand on a organisé la conférence à l'Équateur, nous sommes en 2022, la province qui devrait organiser la conférence, c'était le Lualaba. Mais le Lualaba s'est mis à préparer à partir d'après l'Équateur. Alors, le Lualaba n'était toujours pas prêt. Le Lualaba a demandé la délocalisation, c'est comme ça qu'on est parti au Tanganyika. Mais le Lualaba continuait toujours à se préparer. Alors, si vous faites les calculs, vous allez voir que le Lualaba a pris à peu près en moyenne 2 ans. Alors, comme il avait fait en moyenne 2 ans, quand on est entamé dans le système de conférences 6 mois, on organise au Tanganyika, on dit 6 mois après, on sera dans les Lualaba, ce n'était pas une surprise. Vous comprenez? Alors maintenant, nous, dans la position qu'on occupait, on est au mois de juin, on nous dit décembre. C'est vraiment la première fois. C'est vraiment la première fois. Constitutionnellement, la conférence se tient au mois de décembre et au mois de juin. Mais ça n'avait jamais été exécuté dans ce sens-là, vu les faibles moyens et la durée de préparation des provinces. Nous avons été pratiquement une province avec très peu de ressources, mais qui devait organiser après 6 mois. C'est comme ça qu'on n'était pas prêt. Donc, vous dites faute de temps, c'est pour cela que l'aéroport est... Oui, donc dans les 6 mois là qu'on nous avait donné, 6 mois après, on ne pouvait pas tout faire. Alors, quand on a fait les pays de prolongation là qu'on a fait, nous on a profité pour améliorer. Et le deuxième report, celui de février, était dû à quoi selon vous? Non, mais toujours à des petites histoires qu'il fallait arrondir, tout ça. Mais regardez, maintenant, nous sommes au mois de mars. La prochaine conférence, ça sera 9 mois après. Ça sera au mois de décembre. Alors, ils auront eu le temps de se préparer. Non, moi, je voudrais savoir, parce que nous avons reçu une leçon. J'aimerais que le public qui vous suit puisse tirer de cette interview une force intérieure qui est en vous et qu'il puisse commencer à l'exploiter. Parce que ces reports ont quand même créé un peu de soucis dans les cœurs. Ces reports ne sont... On va dire que le premier, on pouvait comprendre, mais le second, on peut comprendre. Le troisième, celui de mars, finalement, quel moment vous dites que cette fois-ci, c'est le bon? Parce que le 5 mars, le 5 au 8, comme initialement annoncé, ils avaient encore reporté. Oui, mais c'est ça. Et ils ont déterminé. Est-ce que ça ne dérange pas votre programmation? Non, quelle programmation? C'est-à-dire que là, il n'était pas très... Il devrait voir ce qui reste à faire. Alors, ce qui reste à faire là, dans les délais qu'on donne ici, est-ce que ça sera fait? Je crois qu'ils ont décidé ça, comme ça, sous forme d'un brainstorming, sans vraiment entrer dans la profondeur. C'est comme ça, quand ils sont venus évaluer au mois c'était du 3 au 5, non? Oui. 3 au 8. Quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que non, il y avait encore de petites choses qu'on devrait faire, dont essentiellement l'aéroport. Donc, ils ont reporté et cette fois-ci, l'aéroport a vraiment aidé à ce que
on puisse faire des exploits. Les 5 jours se passent bien. Vraiment, les 5 jours de la conférence se passent bien. La ville est en paix et la ville est paisible. Aucun souci de mort, d'accident, de disputes, de bagarres. Aucune de ces conditions n'a été dans la ville de Bandundu. Vous avez assuré l'accueil de tout le monde jusqu'au chef de l'État. Cette énergie. Non, il n'y a pas que cette énergie. La population, la population réfléchit. Étant donné que le chef de l'État avait honoré, parce que la population du Kwilu avait 2 promesses principales, Kakobola et la RN17. Kakobola, nous étions avec Bouakikwit, le problème a été résolu. La RN17, je crois qu'on a reçu des correspondances là, bientôt ça va commencer. Alors, c'est tout à fait normal que la population soit contente et que la population réserve un accueil chaleureux au chef de l'État. Mais vous, comment vous faites? Parce que nous vous avons vu accueillir chaque participant à leur rang respectif. Vous avez aussi bien accueilli des DG, des ministres, des gouverneurs. Vous avez commencé par les gouverneurs. Vous avez accueilli personnellement chaque gouverneur. C'est ça qui... comment vous faites? Parce que toute une journée de vendredi, par exemple, c'était pas vendredi, c'était mardi. Vous étiez là à accueillir tout le monde, jusqu'au Premier ministre, à la Première ministre, et puis finalement, le président après. Nous aimerions savoir cette marque de responsabilité, cette marque d'hospitalité. Est-ce que vous pensez que vous allez l'imprimer à tous les Kwilois? Parce qu'il est dit que le Kwilu, c'est une province hospitalière. Mais vous-même, en tant que citoyen numéro 1, vous avez montré cette marque d'hospitalité. Vous vous êtes mis à disposition de chaque invité qui venait pour la conférence des gouverneurs. J'aimerais vraiment que vous puissiez dire un mot là-dessus. Non, je crois qu'il y a... Bon, nous, on assistait à des conférences de gouverneurs, mais peut-être on était un peu là, parce que le gouverneur de la province, il représente le chef de l'État. Alors, quand il arrive quelque part, il doit recevoir les honneurs. Alors, et pour recevoir les honneurs, je crois que moi, en tant que gouverneur, je ne suis pas seul. J'ai eu à faire la délégation des gens qui sont allés pour recevoir tous les gouverneurs. J'ai eu moi-même à recevoir certaines personnalités comme le PPM, la première ministre, ainsi de suite. Bon, je crois qu'il y avait une répartition des tâches. Il y avait une certaine répartition des tâches. C'est ça qui a fait que tout le monde soit bien reçu à partir de l'aéroport jusqu'à là où il est logé et là où... Nous félicitons aussi votre équipe de protocole. Ils ont été à la hauteur. Vraiment, ils ont été à la hauteur. Et nous croyons que le gouvernorat a des équipes dynamiques. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette réussite. Mais vous décidez d'accompagner le chef de l'État partout où il était au Kwilu. À Bandundu-Ville, vous l'avez accompagné. Et quand il décide de partir à Kikwit, vous vous dites... Je fais de mon mieux pour recevoir les chefs dignement. Il manquait des gens à Kikwit ou c'est parce que vous aviez décidé vraiment d'assumer et d'assurer? Non, je crois que quand le chef de l'État vient dans une province, il est sous la responsabilité du gouverneur. C'est le travail du gouverneur d'accompagner les chefs parce qu'il y a certaines questions que les chefs désireraient avoir comme réponse. Il n'y a pas mieux que le gouverneur pour répondre. C'est lui qui engage la province. Alors, je crois que cette habitude, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a un chef de l'État qui était venu ici et le gouverneur l'avait accompagné jusqu'à Kikwit, faire les meetings, tout ça. Nous aussi, nous avons fait la même chose. En tout cas, cette responsabilité-là n'est pas délégable. Pas délégable, à moins qu'il y ait de quoi savoir.
Votre allocution à l'ouverture dure à peu près 25 minutes. Et là, nous voyons le chef de l'État vous applaudir plus de 5 fois. Tout le monde l'a remarqué. Vous avez su toucher son cœur, où cette vérité était tout simplement à mettre à la lumière à ces moments-là. Vous dites quoi pour ça? Bon, je crois que quand ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Quand vous devez recevoir une grande personnalité dans votre juridiction, tout doit se préparer. Tout doit se préparer. Et les mots que j'ai prononcés, j'avais eu à préparer ça depuis que la conférence était prévue au mois de décembre. Donc, ces mots-là étaient déjà là. C'est un mot qui a été réfléchi. C'est un mot, je crois que le secrétariat général m'a demandé ces mots-là parce qu'on ne sait jamais. Ils ont vu, ils n'ont rien changé. Hein? C'est passé par beaucoup d'instances. Ils ont vu. Déjà à ce moment-là, ils appréciaient. Ils appréciaient et la finalité, c'est que ça a été apprécié par l'Auguste Assemblée de la conférence de gouverneurs. Félicitations, Dr Philippe Akamitou Nandolo, notre gouverneur. Nous sommes fiers de vous. Votre présentation de l'état des lieux de la province est marquée par une conclusion qui a peut-être influencé tous les autres gouverneurs. Le Kwilu, par son gouverneur, vient de déclarer qu'il est favorable à la révision ou au changement de la Constitution. C'est une conviction profonde ou pour satisfaire la volonté de Fadji? Non, je crois que c'est une conviction. C'est vraiment une conviction parce que c'est vraiment une conviction. Parce que, regardez, je vous donne un exemple. La Constitution, après l'élection du chef de l'État, on prend 9 mois pour former le gouvernement. Vous avez vu en 2019. Bien sûr. Le gouvernement était déjà, le chef de l'État était déjà investi, je crois que c'était le 24 janvier. Oui. Ça. Mais le gouvernement est sorti au mois d'août ou au mois de septembre. Hein? Au mois d'août ou au mois de décembre. Alors que dans les pays voisins ici, le chef de l'État est élu 4 jours, 5 jours, une semaine après. Même 30 minutes après. Alors là, vous perdez toute une année en train de réfléchir. Tout ça, ce sont des petites choses qu'on doit améliorer. 9 mois, c'est toute une année. Et les 9 mois-là, c'est à retrancher dans les 5 ans. Et pour les gens qui sont en train de lever la voix ici et ça et là, vous dites quoi? Est-ce que vous demandez à votre population de Kwilu de suivre votre voie? Bon, moi je suis le leader, je représente la population. Si je dis quelque chose et que la population a confiance en moi, la population ne peut que suivre. La voix d'un leader, bon, ça ne sera pas à 100%, ça sera une proportion près. Mais nous avons remarqué aussi que dès que vous l'avez dit, c'est comme si beaucoup de gouverneurs devaient recalibrer leur discours. Bon, effectivement, c'est ça. Dans la vie, c'est pas pour rien qu'on a demandé à ce que moi je passe le privé, parce que j'étais la province haute et que je devrais servir de modèle à d'autres provinces et je suis content que les autres provinces puissent en emboîter les pas. En tout cas, lorsque vous l'avez dit, vous avez été suffisamment applaudi. Ouais, effectivement. C'est que c'est le ressenti de tous les Congolais qui étaient au Kwilu, parce que tous les gouverneurs étaient là. Mais nous voudrions, pour résumer, nous vous posons cette question. Quel est le secret de votre réussite? Rendrez-vous disponible pour conseiller les provinces choisies pour les prochaines conférences des gouverneurs? Oui, je crois que je suis disponible. Hein. Le secret de ma réussite, c'est... Oui, le secret de ma réussite, c'est d'abord l'amour. L'amour de ce que je dois faire. J'ai aimé ce que je dois faire. Parce que je me suis dit qu'il ne faut pas que je passe comme un gouverneur qui a raté, quoi. Donc c'était un défi pour moi et j'ai mis la volonté, j'ai mis l'intérêt, j'ai donné le meilleur de moi-même.
Tout ça, ce sont des qualités qui font que un manager puisse réussir ce qu'il veut faire. Sans amour, en tout cas, rien du tout. Oui, nous croyons que vraiment il y avait beaucoup d'amour en cela parce que nous vous avons suivi aussi pendant tous les préparatifs. Tous les préparatifs, on va dire comme ça, de vous voir la nuit dehors, à contrôler lampadaire après lampadaire, lumière après lumière, à dire là-bas, il n'y en a pas encore, c'est pas éclairé, cette rue n'est pas éclairée, vous voir sur les chantiers, à motiver le machiniste, vraiment, notre gouverneur de Kwilu, sincèrement, bravo. Maintenant, nous voudrions parler de l'actualité du Kwilu. Les problèmes de ravin de Kikwit, les courants de Kakobola. La situation des ravins, je crois qu'il y a 285 têtes d'érosion. La cause, c'est un problème d'urbanisation. Il y a une insuffisante urbanisation. Les gens ont construit là où ils ne devaient pas construire. Les gens ont construit sur les terrains marécagés. Les gens ont construit là où l'eau passe, tout ça. Et la conséquence, c'est maintenant. Et tout ça, ça a commencé pendant que la population de Kikwit était en train d'augmenter, mais personne n'a fait une planification pour pouvoir peut-être ériger d'autres quartiers où les gens ils sont restés dans les mêmes périmètres, alors que la population a été multipliée pratiquement fois 100. Si vous devez Bien sûr. la population était à la Nous comptons aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Je crois que maintenant qu'on a pris l'option de faire la génie civile avec tout ce qui est en train d'être fait là à Kikwit, je crois que c'est vraiment une bonne approche. Il n'y a que ça, il n'y a que la génie civile. Ouais. Il n'y a que la génie civile. Les érosions, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que vous pouvez vous réveiller un matin là, il pleut, toutes les maisons disparaissent. Ouais. Toutes les maisons disparaissent. Bon, à Kobo là, je crois que maintenant la solution est trouvée parce que le chef a personnellement lancé. Je crois que là, on ne doit pas se triturer le ménage. Il nous reste trois questions concernant ces questions ont tout à voir avec le thème de la 13e conférence. Mais que cela vienne de Kwiloa et en partenariat avec le gouvernement provincial, ça vaut la peine d'en parler. Un programme, vous avez initié en partenariat avec Festival International Kikwit Kwilu et le gouvernorat, en tout cas le gouvernement dont vous êtes le gouverneur, qui est de promouvoir la culture plus et le développement du Kwilu. Vous avez nommé Apocalypse Yajabampema, ambassadeur de la culture plus Kikwit Kwilu. Il y a une tournée culturelle européenne qui est prévue à partir du 15 juin 2026, très prochainement, où les musiciens de 3 orchestres seront en tournée en Europe. Et vous êtes aussi invité dans cette tournée. Dans ces programmes, il est prévu que vous soyez face à 100 industriels européens dans l'agricole et l'agroalimentaire pour échanger avec eux afin qu'ils viennent investir et s'implanter dans les 5 territoires de notre province pour faire de l'agriculture à l'international. Avez-vous recensé les terres des 5 territoires déjà? Puis ces industriels, ils utilisent beaucoup d'hectares. 100, ça chiffre vite. Avez-vous pensé à l'électrification de ces 5 territoires pour l'implantation et l'installation de leurs usines? Parce que nous avons les échos qui sont vraiment très déterminés à faire la RDC et venir au Kwilu. Parce que le Kwilu, c'est une province verte.
Avez-vous pensé à la création de l'agence provinciale pour l'emploi? Tous ces industriels, ça sera beaucoup d'emplois qu'ils vont créer. Et avez-vous pensé à la création des agences de formation professionnelle dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agricole? Bon, je crois que l'agence, ça c'est une façon de réfléchir pays de quatre saisons, dans les pays de quatre saisons. Mais nous, ici, nous avons tout un ministère de la formation professionnelle. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le nombre d'hectares, je crois que des terres arables, là, ce n'est tellement un problème, c'est disponible. Les terres arables sont disponibles et les Kwilu, c'est vraiment une province à vocation agricole, agro-pastorale. Il n'est un secret pour personne que c'est le Kwilu qui a construit la ville de Lubumbashi, la ville de Kinshasa, quand les Blancs n'avaient pas encore trouvé les minéraux. Donc ça veut dire qu'avec l'agriculture, on peut vraiment faire de l'argent et l'argent produit par l'agriculture a de la valeur par rapport à l'argent produit par les minéraux. Parce que les minéraux tarissent, mais l'agriculture, c'est vraiment pérenne. C'est vraiment pérenne. Donc, je crois que les Kwilu, c'est une province à vocation agro-pastorale. C'est une province à vocation culturelle également. On ne peut pas faire de la culture tant qu'on n'a pas l'argent. On doit avoir des industries à côté qui, de temps en temps, essayent de financer ces activités. Qu'est-ce que vous dites alors à toutes ces grandes coopératives européennes? On va citer par exemple la coopérative normande, qui est très, pas attendue, mais qui est très demandeuse de venir en RDC. Qu'est-ce que vous dites à ces coopératives agricoles qui souhaiteraient venir travailler l'agriculture à l'international chez nous? Est-ce que vous avez un message ou vous voudriez leur lancer? Non, je crois que ces gens-là, ces industriels-là, ils lisent la présentation du Kwilu. Le Kwilu, avec ses atouts dans ces domaines-là, la disponibilité des terres arables, la fertilité du sol. Et vous serez prêt à les accompagner aussi? Et s'ils viennent, ils seront accueillis à bras ouverts, ils seront transportés sur les dos et les épaules. Je crois qu'ils feront calmement leur travail. Il y a certaines facilités qu'on va leur accorder par rapport à... L'autre et la dernière, dans ces volets de Festival international Kikwit Kwilu, il y a le volet levée des fonds. L'association Festin Kaka et l'association Plan Marshall pour rebâtir Kikwit ont mis en place un système de levée de fonds. Dans tous les concerts que nos orchestres vont avoir en Europe, chaque personne qui achètera son billet aura un dossier pour souscrire pendant 1 an à soutenir financièrement la transformation des ravins de Kikwit. Et le projet qui a été mis, c'est 1, la transformation des ravins de Kikwit, 2, la construction d'une maison des futurs pour la jeunesse africaine. Je dis bien la jeunesse africaine. Alors, la levée des fonds que l'ambassadeur de la Culture Plus a prévu, c'est atteindre 20 millions de dollars sur 5 ans. Et il voudrait mettre 1,5 million pour transformer un ravin. Un ravin peut être transformé en site de football, en site d'oxygénation, en site socio-culturel, plutôt que d'en créer encore des terrassés à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces projets? Ressentez-vous l'importance de ces projets novateurs pour la jeunesse?
aussi pour l'embellissement des Kikwit, vous en dites quelque chose, et pour booster la culture dans toute la province du Kwilu. Festival international voudrait bien visiter tous les territoires en présélection pour que finalement la reproche qui avait été faite à l'organisation lors de la première édition ne soit plus. Donc, je crois que cette histoire de levée de fonds, c'est bon, mais nous, en tant que gouvernement, nous, en tant que Kwilu, nous devons avoir la maîtrise. Parce que c'est une histoire de gouvernance, quoi. C'est une bonne idée, mais il faudra qu'on puisse discuter avec nos partenaires comment nous devons fonctionner. Et sinon, l'idée, elle est bonne. C'est pourquoi vous faites partie de... Oui, on va se mettre vraiment autour d'une table pour voir comment nous devons faire ça. Alors, Excellence, pour moi, c'est fini. Et votre mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est que dans la vie, il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Et la conférence, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Quand on désigne une province pour organiser la conférence, les responsables doivent avoir vraiment ce qu'on appelle le calme olympique. Calme olympique, il faut vraiment pas l'agitation, quoi. Et par le calme, je crois qu'on pourra faire beaucoup de choses. Son Excellence, le gouverneur de la province du Kwilu, le docteur Akamitu Nandolo, merci. Merci.